Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, déjà l'intervenant qui va officier ce soir. Je suis très heureuse d'accueillir Bertrand Dical pour la première fois à l'Unipop. C'est notamment surtout une voix familière pour beaucoup d'entre nous, puisqu'il raconte avec talent et passion l'histoire de la musique et singulièrement celle de la chanson sur les ondes, particulièrement sur France Info, mais on a pu l'entendre aussi sur France Musique ou Inter. Il est, on peut le dire, la référence critique, journalistique, médiatique en France de ce monde de la chanson. Il est notamment auteur pour l'émission La vie secrète des chansons qui est présentée par André Manoukian sur France 3. C'était un projet créé à deux et qui a donné lieu également à un livre éponyme en 2016, puisque Bertrand Dical publie aussi beaucoup de livres sur ses sujets de prédilection. Il y a eu notamment aussi un dictionnaire amoureux de la chanson française et beaucoup de biographies d'artistes comme Juliette Gréco, Gainsbourg, Brassens et notamment donc Charles Aznavour avec son Tout Aznavour paru en 2017 chez First. Alors Bertrand Dical aurait pu parler d'un très grand nombre de sujets ce soir, mais on a choisi ensemble Aznavour pour cette première puisque c'est quelqu'un qui a aussi foulé les plateaux de cinéma en plus des salles de concert et ça nous permettait de proposer aussi une programmation de films. Donc voilà, je vais le laisser remonter le fil de ce parcours, de cette carrière hors norme et comme d'habitude, on essaiera de garder un petit peu de temps à la fin pour vos questions, également à distance, puisqu'un numéro de téléphone vous permettra d'envoyer les questions par SMS. Voilà, merci à tous, merci mille fois. Bertrand Dical, je vous cède la parole. Bonne soirée. Merci, bonjour, bonsoir, ici et dans d'autres cinémas. Je suis extrêmement heureux de venir ici parce que pour plein de raisons familiales, personnelles, j'ai une immense affection pour les universités populaires et pour cette idée-là de l'université populaire. Et j'ai aussi un grand plaisir à parler de Charles Aznavour par cet angle-là. Parce que s'il y a bien une chose qu'on oublie volontiers, c'est qu'Aznavour est un immense acteur. Voilà, on peut s'en aller. Non, voilà, on va parler de ça. J'ai bien aimé le titre qu'on m'a proposé pour cette intervention, Formidable Aznavour, parce que ça lui va bien. Pas uniquement pour cette chanson formidable, hein, qui est une chanson dont il a eu l'idée, dont il a écrit 2 vers, You Are For Me, formidable, et puis qui est une chanson écrite par Jacques Plante. Donc, à un moment ou à un autre, je reviendrai sur Jacques Plante, qui a écrit certains des plus beaux vers d'Aznavour. Formidable parce que aussi ça me plaît parce que c'est un terme très daté. On ne dit plus, même quand on a les tempes grisonnantes, que l'on a vu quelque chose de formidable. Et ça appartient à un certain âge de l'admiration. C'est vrai qu'on n'admire plus aujourd'hui de la même manière qu'on a pu admirer il y a 30, 40, 50, 60 ou 70 ans. On n'admire pas les mêmes choses. Et il y a quelque chose chez Aznavour qui tient d'un prodige inégalé dans notre culture populaire, mais aussi d'un prodige vintage. Il y a quelque chose chez Aznavour qui sent vraiment son époque. Quand on me parle de l'intemporalité d'Aznavour, bon, je ne vais pas dire que j'irai jusqu'à m'énerver, mais pas tant que ça. Et au passage, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher, je vous préviens tout de suite. Dès qu'on parle d'un monument de cette dimension-là, dès qu'on parle de ce monument-là en particulier, on est obligé de réfléchir à ce qu'est la gloire dans nos cultures populaires. Je ne vous parle pas des académiciens français et des poètes du Lagarde et Michard. Je ne vous parle pas des grands architectes. Ni des peintres des musées, je vous parle de quelqu'un que tout le monde connaît et qui est un des plus grands noms de la France. Donc on y va directement, la dernière image, souvenez-vous, le président de la République, et peu importe que ce soit celui-là, le président de la République, dans la cour des Invalides, les honneurs militaires, la nation qui s'incline devant un de ses enfants. On se souvient que pour ceux qui aiment les honneurs, il est quand même 3 fois commandeur.
commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre du Mérite, commandeur des Arts et des Lettres. Ce qui est quand même un paradoxe pour un homme dont on peut dire qu'il était un tout petit peu rugueux, qui n'avait pas tellement l'habitude des antichambres, ni des rondes jambes, ni des courbettes, ni des manœuvres politiques. Et vous vous en doutez, on pourrait passer un dîner comme ça, très sympa, où je vous raconterai à quel point Aznavour, et lui-même ne s'en cachait pas, pouvait être un homme absolument odieux, extrêmement désagréable, y compris avec les politiques. Et c'est donc, malgré tout cela, que son cercueil a été accompagné à sa dernière demeure dans les plis du drapeau français, ce qui n'est pas n'importe quoi. Je vais juste finir une bricole. J'ai beaucoup interviewé Charles Aznavour, d'abord parce que je travaillais dans un quotidien national du matin qui s'appelle Le Figaro, pour lequel j'ai travaillé très longtemps. Puis je l'ai interviewé pour plein d'autres raisons, pour des bouquins, pour des biographies d'autres gens, et puis pour un gros travail que j'ai entrepris vers 2014 je crois, qui était de mettre au point l'intégrale d'Aznavour, d'écrire les livrets, mais surtout de mettre au propre sa discographie, qui était très mal tenue. Et c'est un travail d'archiviste, hein, j'étais pas tout seul, on était deux à travailler là-dessus, à tout réécouter, tout vérifier, vérifier les enregistrements, vérifier tout, que désormais, quand sort un album de Charles Aznavour, c'est bien l'album qu'a fait Charles Aznavour, parce qu'avant, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc j'ai beaucoup fréquenté Aznavour, à la fois comme le journaliste d'un quotidien respecté, et comme, j'allais dire, presque un prestataire de service. Lui dire, non mais bon, sérieux Charles, la chanson, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Au creux de mon épaule, Viens pleurer au creux de mon épaule. Elle s'appelle Viens pleurer, elle s'appelle Au creux de mon épaule. Il y a 7 ou 8 titres différents sur les disques avec le temps, depuis 1955. Et donc, je l'ai fréquenté à la fois comme journaliste et professionnellement. Et donc je lui ai posé des centaines et des centaines de questions qu'on nourrit le petit opuscule que je lui ai consacré. Quand je dis petit opuscule, c'est pas une coquetterie d'auteur d'un bouquin de 700 et 800, 780 pages, je crois. C'est juste que quand on attaque Aznavour et qu'on finit à un moment, on se dit « Ouh là là, je vais vers les 800 pages », on a résumé. On a résumé. Je connais un tout petit peu la chanson. Je peux vous dire que quelqu'un qui a bossé comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est certainement quelque chose sur lequel on va revenir, qui est à la fois une force, une névrose, une folie dans tous les sens de ce qu'est la carrière d'Aznavour, la vie d'Aznavour. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, a travaillé comme un dingue. Donc, on a tous un métier, ou on a tous eu un métier, on a tous travaillé, on a tous le sentiment de faire notre boulot. Charles Aznavour touche son premier cachet en 1933. Il donne son dernier concert en septembre 2018. 1933, 2018. Il n'y a que Henri Salvador qui a eu une carrière à peu près d'une amplitude comparable. Salvador a commencé, si je me souviens bien, à toucher ses premiers cachets, son premier argent pour du spectacle en 1927, si je me souviens bien, 27 ou 29. Mais là, on est dans du prodige, dans quelque chose de totalement hors norme. Et ce qui est extrêmement sympathique dans le fait qu'on revoit aujourd'hui Tirer sur le pianiste, que dans certaines salles on revoit aussi Taxi pour Tobruk, c'est qu'on est à l'acmé
à un moment prodigieux de la carrière d'Aznavour. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous voyez le songbook d'Aznavour, toutes les chansons qu'on a tous dans l'oreille. Souvenons-nous qu'il y a un moment de la carrière d'Aznavour. En février 1960, il apparaît, c'est un caméo comme on dit aujourd'hui, il apparaît dans le film Le Testament d'Orphée de Jean Cocteau. Le 4 novembre sort le film Le Passage du Rhin d'André Cayatte. Le 25 novembre, c'est Tiré sur le pianiste. En mai 61, ça sera Un taxi pour Tobruk de Denis de la Patelière. Vous voyez, en 1 an et demi, 4 grands réalisateurs, 4 films immenses. Donc c'est un moment bref de la carrière d'Aznavour. On va revenir sur pourquoi il a fait si peu de cinéma, paradoxalement, mais quand même une 60aine de longs métrages. Mais il y a un moment où Aznavour est un des acteurs les plus importants du cinéma français et donc du cinéma européen. Donc on va réfléchir assez rapidement pour essayer de comprendre quel est le cheminement, la carrière, l'héritage de Charles Aznavour. Et ça me fait, je le répète, extrêmement plaisir de parler d'autre chose qu'uniquement de chansons. On va faire ça en trois séquences rapides. On va parler d'abord du chemin d'Aznavour, de ce qu'il mène là. On va parler d'Aznavour au moment du sommet, de ce que sont les sommets d'Aznavour. Et on va parler de durée. On va parler de ce qu'est à la fois le plus sympathique et le plus antipathique, le plus admirable et le plus détestable, parce que des gens ont détesté Aznavour, l'homme Aznavour, la carrière d'Aznavour. On va parler de tout ça en troisième partie. Je ne sais pas si vous connaissez bien Paris. Au bout du jardin du Luxembourg, il y a les 2 jardins qui mènent vers l'Observatoire, vers Port-Royal, le RER Port-Royal. Et là, il y a un bâtiment que pendant longtemps, les gens connaissaient quand ils avaient un problème vénérien ou un problème dermato. Aujourd'hui, on y donne des cours pour les universités de médecine parisiennes. C'est l'hôpital Tarnier, qui était une maternité un peu pionnière dans les années 20. Et c'est là qu'est né Charles Aznavour. Il n'est pas là par hasard, il n'est là évidemment parce que ses parents habitent le quartier, mais il n'est là aussi parce que ses parents n'ont pas un sou du tout. N'ont pas du tout de quoi payer un accouchement. Et le fait qu'il soit né à Paris en mai 1924 va changer sa destinée à lui et la destinée de sa famille. Parce que quand naît Varnag Aznavourian, d'après l'état civil, quand il naît, il est le seul à avoir un passeport dans sa famille. Et c'est une dimension absolument fondatrice dans la vie de Charles Aznavour. Et c'est très étrange parce que c'est une obsession de Charles Aznavour. Ses enfants disent qu'il leur en a souvent parlé, comme les pères peuvent répéter les choses à leurs enfants. Je ne sais pas s'il y a des pères dans la salle, mais on a un peu tendance à répéter les mêmes choses à nos enfants. Et en tout cas, c'est ça que répétait Aznavour. Ceux qui ont fait de l'histoire sur le temps long se souviennent que le XVIIIe siècle invente les nations, le XIXe siècle invente les passeports, le XXe siècle invente la privation de passeports, la privation de nation. Les parents de Charles Aznavour sont, pour sa mère, une Arménienne rescapée du génocide, qui a perdu toute sa famille dans le génocide. Parents, frères, sœurs, cousins, oncles, tantes, elle a tout perdu. Et quand elle fuit, elle n'a évidemment plus de passeport turc et plus de nationalité turque, puisqu'elle a quitté la Turquie. Et son père est arménien également, mais il est arménien de Géorgie, et il a quitté un pays qui s'appelle l'Union soviétique, qui, dès lors qu'on la quitte, vous prive de passeport. Donc l'un et l'autre n'ont pas de passeport. Ils arrivent en France, à Marseille, avec le désir de prendre un bateau pour les États-Unis,
à Marseille, il n'y a pas de bateau pour les États-Unis. On leur dit qu'il faut aller à l'ambassade des États-Unis à Paris pour demander un visa. Ils vont à Paris pour demander un visa. Et on leur dit qu'il faut attendre quelques mois. Ils attendent, et pendant qu'ils attendent, c'est la naissance de Charles Aznavour, qui va, d'une certaine manière, clouer sa famille en France et faire que sa famille sera française. Et donc, si je me suis un peu attardé à ça, c'est parce que c'est fondateur. Quand Charles Aznavour sort son dernier album en 2015, il fait une chanson qui parle d'un homme qui est seul dans un village, et dans les conférences de presse, pas seulement avec moi quand j'en discute avec lui, mais dans les conférences de presse, quand il passe à la télé, quand il passe à la radio, il s'énerve. Il dit mais vous voyez bien tous ces villages qui sont en train de mourir, tous ces villages dans lesquels il n'y a plus personne. Pourquoi on ne les donne pas à des Syriens? Il faut les donner à des Syriens. Et c'est jusqu'à la fin de sa vie, c'est le réflexe de Charles Aznavour, le déraciner, la terre, le travail, les racines, le lieu. Il y a en permanence chez Charles Aznavour des questions qui vont être prises tout à fait de manière différente par d'autres artistes. La mère de Georges Brassens a beau être italienne d'origine, elle est née italienne, sa mère, elle est morte française évidemment, mais un Georges Brassens ou un Jacques Brel qui claque la porte de la Belgique en sortant, ont un rapport très différent à la terre, au lieu. Et le rapport à la terre, c'est le rapport à la langue. C'est le rapport à la nation, c'est le rapport au drapeau, c'est le rapport à la nationalité, et c'est en permanence une note tenue dans toute la carrière et dans toute la vie de Charles Aznavour. Puisqu'on est en train de se promener dans le 5e arrondissement de Paris, vous montez le boulevard Saint-Michel, vous prenez à gauche, un petit peu avant de la place de la Sorbonne, vous prenez à gauche dans la rue des Écoles. Et là, vous avez immédiatement à main droite une rue qui s'appelle la rue Champollion, qui est une rue que les cinéphiles connaissent, puisque c'est la rue des Champollions, c'est la rue d'un certain nombre de cinémas d'art et d'essai, de cinémas de patrimoine. C'est une rue de cinéphiles, hein. Il y a 3 cinémas en 60 mètres. Et c'est là, à cet angle-là, que Charles Aznavour, qui a 9 ans, descend faire ses exercices de violon. Parce qu'il apprend le violon. Le violon, c'est difficile, c'est pénible, surtout pour ceux qui l'écoutent. Il descend faire ses exercices de violon, et un passant l'entend jouer du violon et met la main à la poche. Donc il comprend, tiens, il met sa casquette sur le trottoir, il a 8 ans et demi, 9 ans, il commence à gagner de l'argent avec la musique. Et c'est aussi symbolique parce que toute la vie de métier de Charles Aznavour va être définie par la nécessité. Charles Aznavour n'a aucune envie de devenir chanteur. Et je me souviens même une fois, il a dit « Je n'ai jamais voulu devenir chanteur ». Bah, si, quand même, à un moment. À un moment, Charles. Il a voulu devenir chanteur. Mais au départ, non. Au départ, il est comme tous les enfants de cette époque. Il veut faire du cinéma. Il voit des vedettes américaines, ou il y a encore des vedettes allemandes, ou il y a encore des vedettes françaises sur grand écran. Il veut être ça, il veut être un jeune premier. Et ce jeune premier rêve passionnément de cinéma, mais il comprend très vite qu'il n'est pas un jeune premier. Donc, il se retrouve à l'école du spectacle. Enfin, je vous épargne tout un tas de détails. Il se retrouve à faire du théâtre, à toucher ses premiers cachets à 9 ans. Il est un peu comédien, un peu acrobate, un peu danseur. Il est un danseur russe acrobatique dont on dit qu'il est époustouflant. Quand il est gamin, et il vit cette vie du lumpenprolétariat du spectacle. Et dans cette vie de lumpenprolétariat du spectacle survient
ce qui devait arriver, nous on le sait parce qu'on connaît l'histoire du XXe siècle, il arrive la guerre. Et dans le Paris occupé que la famille Aznavour n'a pas pu quitter, mais de toute façon pour aller où, il se retrouve avec quelques copains à continuer à rêver de spectacle, d'être comédien. Mais il y a le jazz, il y a le swing, il y a toutes choses qui sont interdites par le gouvernement de Vichy et ses agents à Paris. Et donc il est Zazou. Il est effectivement Zazou, c'est-à-dire un gamin qui se débrouille, qui fait des petits trafics, qui vend des faux parfums en essayant de ne pas se faire choper, parce que si on se fait choper, ça peut être la police allemande et ça peut être très désagréable. Il aide au restaurant de son père, il tire le diable par la queue, évidemment, mais le soir, avec des copains, il joue de la musique. Et pourquoi Charles Aznavour écrit des chansons? C'est parce que parmi ses copains, il y a Pierre Sacca, que les plus anciens d'entre nous, dont les plus anciens d'entre nous se souviennent, qui a été un grand parolier des années 50-60, et un journaliste aussi très éminent sur les questions de chansons. Il y a Francis Blanche, qui est un tout jeune homme, mais qui écrivent déjà des chansons et qui ont déjà des chansons jouées par des artistes professionnels, et qui disent non, mais pourtant on ne va pas écrire de chansons. On ne va pas se fatiguer à écrire des chansons pour Roche et toi. Parce que Charles Aznavour s'est accoquiné avec Pierre Roche, un pianiste très jazz, très swing, très zazou. Et ils ont décidé de créer un numéro de duettiste. Et c'est parce que les autres refusent absolument d'écrire pour eux, leur disent « ça n'a aucun intérêt d'écrire pour vous, vous êtes tellement nuls que c'est perdre notre temps qu'écrire pour vous », que Charles Aznavour écrit des chansons. Et une des premières chansons qu'il écrit va devenir une chanson importante pendant un bref moment de notre mémoire collective, c'est Le Feutre Topé. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles, il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combinés, boulevard Raspail, il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Petit papin, il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Alors, c'est absolument vintage musicalement. Juste un truc, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un feutre topé? C'est un chapeau, c'est un feutre. Mais pourquoi topé? Parce que les feutres à l'époque sont faits en poils de lapin et que pendant la guerre, en raison de la pénurie, on mélange des poils de taupe aux poils de lapin. C'est pour ça que ça s'appelle un feutre topé et c'est pour ça que les feutres topés avaient une petite nuance grise, terne, un peu triste. Voire sinistre. Donc, quand ils vont enregistrer cette chanson Roche et Aznavour, le feutre topé est un mauvais souvenir pour tout le monde. Et donc, je vais y aller à toute vitesse, si vous voulez bien. Donc, Roche et Aznavour sont des azous. Ils ne gagnent pas bien leur vie, mais ils arrivent à chanter. Un jour, ils vont à Yvetot, un jour, ils vont à Épernon, un jour, ils vont à Fontainebleau pour des cachets de misère, dans des trains sur des voies ferrées bombardées par les Alliés. Enfin bon, c'est quand même assez rude. Puis, il survient un miracle. Il rencontre Édith Piaf. Édith Piaf les pistonne un peu, elle les trouve très sympathiques, elle les trouve surtout sympathiques Charles Aznavour, parce que Charles Aznavour danse la valse à l'envers. Pour ceux qui savent danser la valse, c'est quand même du taf, c'est quand même la preuve qu'on est un vrai de vrai, si on sait danser la valse à l'envers.
Donc, la môme, qui a 9 ans de plus qu'Aznavour, et qui jamais n'éprouvera pour lui un désir sensuel, ce qui est peut-être une de ses chances. Donc, on y reviendra. Donc, elle les trouve fort sympathiques, elle les pistonne, elle les recommande, ça marche bien. Elle leur dit, 1947, je pars à New York, venez me rejoindre. Et ces deux cons, parce que c'est comme ça que Piaf va les appeler, les deux cons prennent le bateau, ils demandent aux copains un peu de pognon et ils partent aux États-Unis. Donc, évidemment, pas de visa, ça se passe très mal. Ils disent, nous sommes des amis de Madame Piaf. You know, what do you mean, Mrs. Piaf? Bref, je vous épargne le détail. Ils se retrouvent face à Edith Piaf, qui les engueule, qui leur dit, mais qu'est-ce que vous foutez là, bande de cons? Elle leur dit, bah, tu nous as dit de nous rejoindre, mais comment vous pouvez être cons comme ça? Finalement, elle leur trouve un boulot à Montréal, où là, je spoil à toute allure, ils deviennent des stars de Montréal parce qu'ils arrivent avec une espèce de modernité. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le Québec est tout malheureux de la mort de la Bolduc, qui, vous le savez, est morte en 1944 d'un cancer. Vous voyez qui est la Bolduc ? Si vous ne voyez pas qui est la Bolduc, tapez sur Internet la Bolduc. Vous allez y passer un vrai bon moment, c'est magnifique, c'est rustique, mais dites-vous bien que le feutre autopé, ça date de la même époque. Donc, pouf, ils deviennent des stars au Québec. Au bout d'un moment, Aznavour se dit « Moi, je suis de Paname, je rentrerai bien à la maison ». Roche dit « Bon, moi, je sais pas, les Québécoises ». Je spoil encore. Roche est resté à Montréal. Il a épousé une Québécoise, figurez-vous. Et donc, Aznavour se retrouve à Paris. Enfin, pas exactement à Paris. Il se retrouve chez Piaf. Et il devient le va-chercher de Piaf. Va chercher, ça veut dire va chercher des bouteilles de blanc, va chercher Cerdan à la gare. Voilà, il va chercher. Il est chauffeur, il a le plaisir d'avoir plusieurs accidents de voiture en compagnie de Piaf. Il fait les levées de torchons, donc il chante 2 chansons, parfois 3, rarement 2. Tout au début, quand les gens sont en train de s'asseoir, en train de papoter, en train de fumer une dernière clope avant le début du spectacle. Parce qu'à l'époque, on fume les clopes avant le début du spectacle dans la salle. C'était plus sympa. Quand Edith Piaf chante à Paris, elle lui demande de rester dans les loges, de surveiller son sac à main, de gérer les invités, de trucs, mais surtout pas de monter sur scène. Donc, cette histoire-là dure quelques années, extrêmement frustrante. Il commence à écrire des chansons. Il écrit notamment une chanson qui a une petite importance, qui s'appelle Joël et Dimanche, qui est une chanson qu'il donne à Juliette Gréco. Juliette Gréco, avec cette chanson, gagne le concours Edith Piaf de la chanson à Deauville. Edith Piaf, qui déteste Gréco, dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette mijaurée ? Et c'est une chanson de toi, petit con, pourquoi tu lui as donné une chanson ?» Il lui fait remarquer que quand il lui a montré la chanson, elle lui a fait un gros doigt d'honneur en lui disant « Tu peux te le mettre là ». Bref, ça se passe assez mal. Figurez-vous que pendant toutes ces années, Edith Piaf va chanter une seule chanson dont paroles et musique sont de Charles Aznavour. Une seule. Parfois c'est la musique, parfois c'est les paroles, mais une seule fois, c'est les deux. Et comme un bienfait n'est jamais perdu, voilà ce qu'a fait Charles Aznavour. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Voilà, c'est paru en 1997, grâce au prodige de la technologie. Ça s'appelle un duo virtuel. Je me souviens d'un journaliste très jeune, très con, je pense, qui dans un quotidien national du matin de droite, a fait un papier assez enlevé comme ça. Tiens, j'ai arrivé son clou sur cette question et s'est pris un rendez-vous avec Aznavour. Très sympa. Mais sympa. Sympa. Mais non, mais cela dit, c'est une leçon de journalisme impeccable. Hein, voilà, bref. Donc, vous vous en doutiez, hein, Charles Aznavour finit par se casser. 1952, il commence à enregistrer sous son propre nom, en solo, dans une toute petite maison de disques qui s'appelle Ducrotay-Thompson. Il a un vieux copain de 1943, le Club de la Chanson, vous vous souvenez, la bande à Pierre Sacca, Francis Blanche, et un jeune homme avec des moustaches comme ça, qui s'appelait Édouard Rouault. C'était pas très classe, donc il se faisait appeler Eddie Barclay, et il crée une maison, il a créé un label. Et quand Charles Aznavour va le voir, il lui dit « Écoute, très sincèrement, Charles, Pierre Roche, talent énorme. Énorme. Mais toi, fais revenir Roche du Québec, et puis je vous signe tous les deux. Mais toi, tout seul, non. » Donc il va chez Ducrotay-Thompson. Il va chez Ducrotay-Thompson et il commence une carrière. C'est là que ça commence, 52, 53, 54. À un moment, chez Édith Piaf, comme Édith Piaf a épousé Pils, la moitié de Pils est Abbé. Ça va ? C'est bon. La moitié de Pils est Abbé, elle a épousé Jacques Pils, dont le pianiste est un jeune homme qui vient de Toulon, qui s'appelle Gilbert Bécaud. Enfin, il ne s'appelle pas du tout Gilbert Bécaud. Il s'appellera plus tard Gilbert Bécaud. 2 ans plus tard, il s'appellera Gilbert Bécaud. Et donc, ils commencent à écrire ensemble des chansons. Ils commencent à écrire des chansons. Ça va être un des plus beaux malentendus de la carrière de Charles Aznavour, un des plus beaux malentendus de l'histoire de la chanson populaire française. Aznavour et Bécaud. Ils vont faire un certain nombre de chansons qui vont devenir des succès. Et figurez-vous, ça va être des succès de Gilbert Bécaud, pas de Charles Aznavour. Même si Charles Aznavour chante assez joliment certaines chansons, je vais vous faire écouter un petit truc que vous connaissez peut-être surtout dans une version de Joe Dassin qui n'a rien à voir. Mais je déteste passer une journée sans dire le nom de Joe Dassin. C'est pour ça que je l'ai placé là. J'ai été dans le train, j'ai pas eu le temps de parler de Joe Dassin aujourd'hui. Donc, Joe Dassin a fait une version de cette chanson. Écoutez comment du Aznavour tropical, avec un texte tropical et une mélodie tropicale de Gilbert Bécaud, est chanté par Gilbert Bécaud. C'est un gros succès vers 53-54. Le navire est à quai, il y a des tas de paquets, des paquets posés sur le quai. Là, dans un petit troquet d'un port martiniquais, une fille belle à croquer. Là, pleure dans les bras d'un garçon de couleur, car il s'en va et lui brise son cœur. Elle, dans un hoquet, lui tend dans son ticket, lui dit chérie que tu vas me manquer. Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour.
Ça fera un after sympa. Mais je vois que je ne suis pas le seul à connaître cette chanson par cœur, c'est bien. Donc, on est sur le début de cette route. Vous avez remarqué l'extrême qualité du texte, hein, surtout pas de clichés. Surtout. Une espèce de vérité ethnologique. Ce qui est intéressant, c'est que peu après, ça va être « Viens pleurer au creux de mon épaule ». On va pas l'écouter, on la connaît tous, on l'aime tous, on en garde l'idée, et ça nous amène vers les sommets, parce que « Viens pleurer au creux de mon épaule », c'est la première chanson de Charles Aznavour qui est repérée, chantée par Charles Aznavour. La première fois qu'il a, c'est pas vraiment un tube, c'est un on commence à peine à employer le mot tube, à l'époque on dit un saucisson, mais si, c'est vrai. C'est vrai, on disait un saucisson, parce que ça vient de l'occupation. Quand quelqu'un faisait un succès, on disait qu'il avait un saucisson, parce que c'est de la viande, on peut le garder longtemps, et on peut en manger un peu tous les jours. C'est pour ça que ça s'est appelé un saucisson. Et ça s'appelle un tube parce que Boris Vian, quand il est chez Fontana, dit à des copains de la maison 10 Fontana, enfin de chez Philips, ouais, mais c'est un tube, c'est comme un saucisson mais creux. C'est pour ça qu'on dit un tube. Voilà. Vous n'aurez pas tout perdu. Vous avez bien fait de venir. Donc, pouf pouf. Les sommets. Comment Aznavour arrive là? Parce que bon, je vous raconte des trucs pittoresques, on peut y être encore ce soir, je vais vous raconter les anecdotes de Mouise, de Galère, les blagues. Si, juste une blague. Une blague sur Aznavour. Vous savez qu'Aznavour, quand il est aux États-Unis, je crois que c'est son deuxième séjour avec Piaf, je crois que ça doit être en 49, un truc comme ça, se fait refaire le nez. Il n'est pas le seul, hein, je veux dire. Même Juliette Gréco s'est fait refaire le nez. Donc à partir du moment où Juliette Gréco s'est fait refaire le nez, Musso, on ne commande pas. Il s'est fait refaire le nez, on n'a pas d'avis là-dessus. Il s'est fait refaire le nez. Et la bonne blague qui court dans le petit milieu parisien qui connaît Aznavour, c'est Aznavour s'est fait refaire le nez. Ah bon ? Voilà, vous pouvez la garder pour d'autres amis. Donc, Aznavour a une texture très particulière dans ses chansons, et dans les chansons qui marchent. Viens pleurer au creux de mon épaule, par exemple. Aznavour trouve quelque chose. Il ne le trouve pas d'abord. Il ne se dit pas comment je vais percer, mais il remarque que ça marche. C'est d'abord... Il ne peut pas chanter l'héroïsme. Il ne peut pas chanter l'amoureux façon Luis Mariano. Avec la tête qu'il a, il fait 1m12, il est moche, c'est vrai. Il a une drôle de voix, c'est vrai. À la fin de sa vie, quand Aznavour avait 90 ans, il disait tout le temps « Ouais, j'ai la voix un peu éraillée, ça me rappelle mes débuts ». Et il faisait toutes sortes de blagues là-dessus. Moi, j'ai commencé ma carrière avec la voix usée. Et puis après, elle s'est développée. Mais c'est vrai que c'est un prodige, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc Aznavour, il touche quand il parle de la banalité. Et une deuxième chose, quand il parle de sexe. Il est un des premiers à parler autant de sexe dans les chansons. Il parle des draps mouillés, des corps couverts de sueur. Donc évidemment... Vers 58-59, le comité d'écoute de la radiodiffusion française, qui est très attentif, censure à peu près la moitié des chansons d'Aznavour. Comme j'ai une vraie passion pour la censure et pour comment fonctionnait le comité d'écoute, un jour je vous raconterai comment ça fonctionnait. C'est complètement incroyable, c'est totalement à l'envers de ce qu'on imagine. On imagine que c'est des flics, des censeurs, des abbés. Pas du tout, c'est des artistes qui assurent la censure. C'est des artistes qui sont au comité d'écoute. Et parmi eux, Agnès Capri.
Et parmi eux, Cora Vauquer. On n'est pas en train de parler... non, on est en train de parler de gens... Agnès Capri, elle a quand même failli se faire coller au mur pour fait de chansons. Donc, le comité d'écoute de la radiodiffusion française écarte plus de la moitié des chansons d'Aznavour. En 1960, il se passe quelque chose de surprenant. Mais avant, pardon, je finis ce que je disais, excusez-moi. Je vais juste dire que Aznavour, dans cette époque où un certain nombre d'artistes défendent des valeurs aristocratiques et des positions aristocratiques de l'artiste, défendent cette idée qu'il y a une espèce de liberté qui s'impose à la société, une liberté de l'individu, de l'artiste, du poète, de l'homme libre, de la femme libre, qui s'impose à la société. Brassens, Béard, Ferré, Gréco, évidemment. Je n'avais pas dit Gréco, j'aurais dû commencer par Gréco. Vous avez compris que j'aime beaucoup Gréco. Brel aussi, sont dans cette idée que la liberté est une espèce de liberté, je dis aristocratique à dessein, parce que c'est une liberté qui définit une certaine humanité qui se distingue du troupeau et qui a mauvaise réputation. Mais les braves gens n'aiment pas qu'eux, l'on suit une autre route qu'eux. On sait qu'il y a dans un pays une majorité de braves gens. Donc, il y a cette posture aristocratique chez la plupart des auteurs, compositeurs, interprètes des années 50. Aznavour, c'est presque l'inverse. Il chante l'aliénation. L'aliénation à l'amour, au sexe, au désir, au travail, à l'usine. Et quand il fait des chansons qui essaient d'en sortir, elles ne marchent pas. Vous pouvez aller vérifier, croyez-moi sur parole. Donc 1960, devinez qui revient, la queue basse, le cigare triste, la moustache repentante, la bedaine effacée. Eddie Barclay. Charles, j'ai eu tort. Charles, me pardonneras-tu? Charles, je te fais le contrat que tu veux. Ah ouais? Et là, Aznavour, génialissime, ne se bat pas pour les chiffres, il se bat pour les lettres. Et une clause du contrat, il choisit l'arrangeur. Il choisit l'orchestrateur des chansons. Barclay lui dit « Tu veux Quincy Jones ?» Quincy ne me refuse rien, Charles. Si tu veux Quincy Jones, Quincy c'est à toi. Non. Il choisit. Et c'est une série d'albums prodigieux. Les enregistrements commencent début 1960. Début 1960, il enregistre une chanson qui ne sera pas sur son premier album, qu'on appelle communément Les deux guitares, puisqu'il y a dessus les deux guitares. Mais ça sera pour l'album suivant qui paraît à la fin de l'année, qui est l'album, le 33 tours, qu'on appelle communément Je me voyais déjà, parce que dessus il y a. Et c'est le décollage à la verticale. Charles Aznavour a 36 ans. La fameuse soirée à l'Alhambra, pas l'Alhambra de maintenant, hein. L'Alhambra Maurice Chevalier, 2600 places. 2600 places. Et quand il a été détruit, vous savez ce qu'il y a depuis à la place? C'est là que, c'est pas une blague, c'est là que s'est installé l'ANPE des métiers du spectacle. Et figurez-vous qu'au dernier étage, là où il y a les appartements avec terrasse, dans les années 2015, habitait là Julien Clerc. Ça nous éloigne du sujet. Donc, l'Alhambra, il chante « Je me voyais déjà », le parterre le plus beau qu'on ait vu depuis des années dans une première du spectacle, des acclamations interminables, le lancement d'une carrière. Il y a, figurez-vous, dans la salle, Dalida, évidemment, toujours Dalida, il y a Edgar Faure, il y a toutes sortes d'académiciens,
il y a Louis Armstrong et Duke Ellington qui, de passage à Paris, sont là dans la salle. Il y a tout le monde, il y a tout le métier. Vous avez la liste là-dedans. Non, j'arrête. Non, de toute façon, je suis désolé. Ce livre est quasiment indisponible, il est quasiment épuisé. C'est dommage. Je pourrais faire un truc vulgaire et essayer de vous le vendre, mais non. Désolé. Donc, c'est un triomphe comme il y en a rarement dans l'histoire du spectacle. Et mon confrère Paul Carrère du Figaro, mon prédécesseur, écrit, je n'apprends pas toutes les critiques par cœur, mais celle-là on s'en souvient, avec le moulin à poivre qui lui sert de gosier, il n'est pas ce que l'on appelle encore un chanteur. Je suis d'accord. Oh, 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 oh. Mais, non, mais c'est vrai. Et ce qui est incroyable, c'est que d'une certaine façon, Paul Carrère a raison. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui. Parce que quand nous disons, bon, un chanteur français classique, tu vois, comme, je sais pas, Florent Pagny. Non, et plus classique, quoi. Charles Aznavour, c'est ça, un chanteur classique. Eh bien, Charles Aznavour, c'est pas un chanteur classique. Méditation sur la musique populaire. La musique populaire est le seul domaine dans lequel vous commencez par être un révolutionnaire, un maverick, comme disent les Américains, une grosse merde, comme disent les professionnels, et 2 ans après, vous êtes un classique. C'est ce qui arrive à Charles Aznavour. Quand je donnais des cours à l'université, j'appelais ça le théorème d'Aznavour. Donc, deuxième album Barclay, fin 1960, Je me voyais déjà, qui est une chanson refusée par Yves Montand. C'est toujours intéressant de savoir quelles chansons sont refusées par Yves Montand. L'essentiel, c'est qu'il a accepté Les Feuilles mortes. Il a quand même refusé Le Poinçonneur des Lilas aussi. Enfin bref. Donc on n'en finirait pas d'énumérer les gloires, hein, les standards. Prenez un best-of d'Aznavour. L'essentiel se joue entre 60 et 67. L'essentiel. C'est délirant, c'est monstrueux. On se dit, mais comment arrive-t-il à sortir autant de chansons? D'abord, il ne les sort pas toutes. Il faudra attendre, si je me souviens bien, un album de 1992. Il faudrait que je vérifie là-dedans, mais il me semble que c'est l'album de 92, qui est le premier album d'Aznavour, uniquement écrit et composé par Aznavour, sur lesquels il est seul à composer et tout écrire. Autrement, certaines des plus belles chansons d'Aznavour sont écrites par d'autres. La Mama, chanson de Robert Gall, Père de France, enfin pas Père de France PAIR, Père de France Gall. Et la plus belle phrase d'Aznavour. Si vous voulez faire un petit succès dans un dîner, lancez la conversation sur Aznavour, immense artiste. Quel poète, quel poète. Et il y aura forcément quelqu'un, pour citer un truc, on cite un vers d'Aznavour. Je me souviens un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est magnifique. Et vous dites, bah, je ne crois pas que c'est d'Aznavour. On vous répondra, bah si, c'est d'Aznavour. Oh, je sais pas, non, je crois pas, non. Bah si, c'est d'Aznavour, du con. Et vous dites, oh bah non, non, je suis prêt à parier. Allez, soyons foufous, 200 €. Voilà, ça vous fait l'addition. C'est une chanson de Jacques Plante. Les paroles sont de Jacques Plante, qui malgré son nom, était un spécialiste des papillons. Parce que Jacques Plante, avec l'énorme pognon que lui rapportait Aznavour, et pas qu'Aznavour, hein, il a écrit un nombre. Quand j'entends siffler le train, c'est pas lui qui a écrit la musique, hein, c'est lui qui a écrit les paroles, il était parolier. Mais il était éditeur de musique. Hein, bref. Il partait à travers le monde et il collectionnait les papillons. Et il y a un musée à Genève, puisque lui aussi affilié, exilé, résident suisse. Et il y a un musée à Genève qui a sa collection de papillons. J'y suis jamais allé, mais à ce qui paraît, c'est très très beau. Donc,
30 mars 1963, truc unique dans la chanson française jusqu'à présent. Bon, Aznavour a loué, mais il a quand même rempli Carnegie Hall. Charles Aznavour à Carnegie Hall. Alors, c'est pas toujours facile à trouver parce que l'INA fait disparaître ses contenus, mais il y a quelque temps, on voyait encore sur YouTube une émission extraordinaire de 1964 de Charles Aznavour à la télé française. Une émission réalisée par François Châtel, le père de Philippe Châtel, mais ça n'a rien à voir, qui est 26 minutes. Charles Aznavour chante 9 chansons en 5 langues en une seule prise. Ils font une seule prise. Et en plus, c'est hyper compliqué parce qu'ils montent, ils descendent, ils poussent une porte, ils montent un escalier, etc., etc. Et ils chantent à la suite les 9 chansons en 5 langues en une seule prise, 26 minutes. Tout ça, c'est les prodiges d'Aznavour, mais quelque chose change dans la chanson grâce à lui. Et observez bien les chansons d'Aznavour quand il chante à la première personne du singulier. C'est jamais Aznavour. Jamais. C'est quelqu'un d'autre. C'est toujours un personnage. Bon anniversaire, on peut imaginer que c'est un cadre qui veut sortir avec sa femme. Tu te laisses aller, ça peut être n'importe qui l'écrit. Et c'est très intéressant que Aznavour, et gardons bien ça en tête, hein, que Aznavour chante nos histoires. Quand Brassens chante la mauvaise réputation, nous admirons Brassens et nous espérons être Brassens. Même si nous sommes commandants de gendarmerie, on se dit mais c'est quand même très très sympa de ne pas obéir à la musique qui ne marche pas, ça doit être chouette. Mais on sait que c'est lui. Quand Jacques Brel chante, je ne sais pas, quand viendra l'heure imbécile et brutale où il paraît que quelqu'un nous appelle, j'insulterai le flic sacerdotal penché sur moi comme un larbin du ciel. C'est couillu, mais c'est Jacques Brel. On n'osera pas. D'abord, l'appeler flic sacerdotal, on n'est pas sûr de le faire, mais donc voilà, Aznavour, regardez bien, toutes les chansons d'Aznavour, vous êtes dedans, vous pouvez vous y mettre. Le mec qui est bourré, le mec qui a raté sa vie, le type qui se dit... Voilà. Plus tard viendront des choses, on va y arriver tout à l'heure. Dans les chansons d'Aznavour, il est jamais beau, il est jamais immense, il est jamais glorieux. Et c'est aussi pour atteindre les sommets, en atteignant les sommets, qu'il invente quelque chose d'extraordinaire, qui est assez nouveau pour un artiste français, c'est qu'il devient éditeur de musique. Alors, je dis très rapidement, un éditeur de musique, c'est quelqu'un qui, à l'origine, publie des partitions. Imprime les partitions de la musique, c'est pour ça que ça s'appelle un éditeur. Et c'est pas la maison de disques. La maison de disques, elle produit un enregistrement. L'éditeur de musique touche, grosso modo, en moyenne, le tiers des droits d'auteur, qui sont partagés auteur, compositeur, éditeur, un tiers. Et l'éditeur de musique, quand une chanson est jouée dans un spectacle, merci pour l'argent. Quand une chanson est enregistrée, merci pour le pognon. Quand une chanson est diffusée à la radio, à la télévision, sur Internet, l'éditeur de musique, l'éditeur de l'œuvre originale, quel que soit l'interprète de l'œuvre, touche de l'argent. L'éditeur de musique. En 1959, à la mort de Raoul Breton, son éditeur de musique, mais je ne vais pas parler des détails, Charles Aznavour crée French Music avec son futur beau-frère Georges Garvarentz, compositeur de musique de film. Et il y met ses chansons à lui, dans lesquelles il y aura ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Et plein de chansons comme ça, écrites pour plein de gens. Et puis ils achètent des catalogues.
Et puis comme ça, Aznavour rencontre un pianiste assez sympa, pas très connu, très introverti, qui s'appelle Harold Berg, qui est pianiste, compositeur. Et puis il lui dit, bah, écoute, je te prends tes musiques, je te prends tes chansons, je te prends tous tes trucs, et puis on va en proposer. Alors effectivement, Aznavour met des paroles sur certains trucs, et puis lui dit, on va les exploiter. Et dans le catalogue d'Harold Berg, il y a une chanson dont il est compositeur de la musique, mais comme cette chanson n'était jamais diffusée, jamais jouée sur scène en 1959, pendant la guerre d'Algérie, c'est Charles Aznavour qu'en est l'éditeur, donc le tiers des droits d'auteur, du Déserteur. Et ça, c'est pas de la chance, c'est du talent, les mecs. C'est pas un coup de peau, c'est du talent. C'est ce niveau-là, acheter les droits du Déserteur alors que la chanson est totalement censurée et interdite de tout, c'est quand même du flair. On en vient donc à la durée. Comment il fait? Comment fait Aznavour pour durer? D'abord, on ne sait pas. On ne comprend pas. Non, on ne comprend pas. Attendez, je regarde un truc. Ah non, oui, pardon, je croyais avoir oublié une chanson. Mais j'en ai pris une au hasard, parce que moi je l'aime beaucoup. Voilà, Aznavour, c'est ça. Apaga la luz, hazme mi clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Detén el reloj, ven cerca de mí, solos tú y yo, es mejor así. Apaga la luz y en la oscuridad de tu juventud, dame la verdad. Yo sé que París duerme sin temor, mientras vis a vis arde nuestro amor. Apaga la luz, c'est éteint la lumière, hein. C'est une chanson qui parle de ce dont vous savez, enregistrée en espagnol. Alors, j'aime beaucoup cette chanson parce que, en fait, Charles Aznavour n'écrivait pas pour le marché espagnol. Il s'est fâché très très vite. Son premier voyage en Espagne, c'est un désastre. Il est à une conférence de presse, et il commence à dire que oui, il connaît l'Espagne, oui, enfin bon, bref, mais qu'il y a vraiment un truc qui lui semble antipathique, c'est la corrida, que c'est vraiment un truc de pain-cul. Bon, bah voilà, hein, voilà. C'est fait. Donc il est un des premiers Européens occidentaux, des Européens, pardon, de l'Ouest, à viser le marché sud-américain. Et ce qui nous pose un problème, enfin nous, je ne suis pas Universal, mais ce qui pose un problème tout bête, c'est que beaucoup de ces enregistrements en espagnol sont perdus. Il y a par exemple un album, une édition argentine trouvée par un collectionneur. Il y a 5 chansons, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Il n'y a aucune trace dans des pressages espagnols. Il n'y a aucune trace à la SACEM. Il n'y a aucune trace nulle part. On ne sait pas ce que c'est. Bref, des centaines de chansons en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, 2 chansons en russe et une seule chanson en arménien, qui n'est même pas une chanson sur un de ses albums, qui est sur un album d'une de ses filles, de Seda Aznavour. Donc une carrière internationale de dingue. Donc, vous préférez une autre chanson ou une anecdote? Oui, mais d'abord, la chanson. La chanson. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Stai guancia guancia sì, e cuore a cuore sì, ma in life
Zeit füllt deinen Leib so weich und wundersam. Come close, where you belong. Let's hear our secret song. Ça date de 1975. En fait, il n'y a pas d'orchestre, il y a juste le pianiste et la rythmique. On ne sait pas du tout de quelle séance ça vient, on ne sait pas du tout pourquoi il l'a fait. On ne sait pas, voilà, c'est une bande qui a été retrouvée quand on bossait sur l'intégrale, donc qui était inédite jusqu'à 2014. Mais voilà, il chante les plaisirs démodés en 5 langues. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs de ce que sont les plaisirs démodés. C'est une chanson de Charles Aznavour qui a cette partie dont tout le monde se souvient. Alors attendez, pof. Hop, que je trouve une bonne version. Parce que comme j'ai franchement tout Aznavour sur mon... Tout Aznavour, tous les enregistrements, tous les... Ça doit être celui-là. Non, pardon, excusez-moi. Ça, c'est une version live, donc ça doit être une version de 5,50. Et ça doit donc être... Non, ça, c'est live. Ça doit être celle-là. Le bruit familier. Voilà, c'est en fait cette chanson-là qui est cette idée d'Aznavour avec Paul Moria, avec qui il retravaille à cette époque, qui est de raconter les boîtes, elle en tunique indienne et lui en col Mao, qui sont des jeunes, qui vont dans une boîte de nuit, qui sous les spots et ils fument des trucs et ils s'agitent, mais que rien n'est aussi beau que les plaisirs démodés. Et finalement, Aznavour a fini par enlever toute la partie pop et à faire des versions sur scène, et cette version-là en gardant uniquement la partie démodée de la chanson. Donc ça nous amène à nous... à réaliser qu'il y a quelque chose dans la surexploitation par Aznavour du catalogue d'Aznavour dans plein de pays en même temps, avec des tournées complètement dingues. Il y a un moment où il va quitter son époque. Souvenez-vous, ça a été un révolutionnaire. Et puis, à un moment, par exemple, il n'aime pas beaucoup mai 68. Il fait 2 ou 3 chansons qui font des références à mai 68 et qui sont un peu ce que les politologues appellent un petit peu réactionnaires. Parce qu'entre nous, on appelle un peu vieux con. Il commence à perdre de vue un certain nombre de courants musicaux. Au début des années 60, avec Paul Moria, qu'il a préféré à Quincy Jones, ils font des disques avec le fameux tampon « bon pour la danse ». Et effectivement, sur plein de chansons de cette époque, on peut danser dans les surprises parties. Et les jeunes gens dansent beaucoup sur ces chansons. Ça nous amène à l'anecdote que je vous avais promise. Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, déjà, il a eu les croquettes parce que Charles Aznavour a eu la Légion d'honneur avant lui. Mais Gilbert Bécaud, il y a quelques émissions de télé des années 50 dans lesquelles on voit l'extraordinaire, on la voit à l'œil nu, la condescendance de Gilbert Bécaud pour Charles Aznavour. La condescendance. Affreuse. C'est un truc horrible. Il y a une émission de 36 chandelles où c'est limite insultant, tellement il le regarde de haut. Et sauf que dans les années 60, Charles Aznavour devient, au début des années 60, le chanteur français qui vend le plus de disques. Et oui. Et beaucoup plus que Gilbert Bécaud. Et malgré Nathalie, les ventes de Gilbert Bécaud continuent perpétuellement à s'éroder. Et un jour, ils se croisent dans un cocktail.
Et Beko dit à Aznavour, ouais, comment tu vas? T'as l'air en forme. Oh, dit, ah, bah, je suis crevé, je reviens du Japon. Et il dit, ah ouais, ils t'ont fait faire le circuit habituel. Un petit concert à Tokyo, un petit concert à Osaka, et t'es rentré. Il dit, non, non, j'en ai fait 60. Et on dit que ça a plongé Beko dans la dépression. Mais c'est vrai, ça a de quoi. C'est-à-dire que c'est une star partout dans le monde. Et ça rejaillit, cette puissance commerciale rejaillit aussi sur quelque chose qui nous intéresse un peu, qui est le cinéma. Parce que si on prend cette série de films qui nous intéressait, dont on parlait tout à l'heure, hein, 59-61, on a un moment complètement dingue avec 2 films de Pierre Granier de Fer, un petit film qui est La Métamorphose des Cloportes, hein, dans le héros est évidemment Lino Ventura. Charles Aznavour fait une apparition, il se fait dessouder par Lino Ventura, vous vous en souvenez. Mais Granier de Fer, la même année, tourne Paris au mois d'août. Film magnifique, magnifiquissime, d'après un roman formidable de René Fallet. Et puis on trouvera encore des bons rôles de Charles Aznavour. Hein. C'est pas... En 79, dans Le Tambour de Volker Schondorf, il joue le rôle du marchand de jouets. Un rôle magnifique. Il a un rôle assez marrant dans un film pittoresque, un film qui vaut aussi, parce que c'est la première vraie apparition au cinéma de Michel Jonas. On a Francis Huster dans la pleine possession de ses moyens et de sa C'est marrant. Mais qu'est-ce que vous avez contre Francis Huster? Moi, j'adore Francis Huster. C'est le film Qu'est-ce qui fait courir David d'Elie Chouraki, 1981, un film formidable. Moi, j'étais étudiant quand c'est sorti, j'ai adoré ce film. L'année d'après, il y avait Fantôme du Chapelier de Claude Chabrol, face à Michel Serrault, magnifique, sublime. Et puis Ararat d'Atom Egoyan, film construit autour de Charles Aznavour en 2002 sur la mémoire du génocide. Film extraordinaire, nécessaire. Enfin, envoyez-y vos enfants. Enfin, c'est formidable. Puis en 2005, il est pas mal. Il joue quelques scènes dans Emmenez-moi, un film très sympa d'Edmond Ben-Simon, qui est le premier modèle. Alors, on fera des films. Il y en a un sur les écrans, d'ailleurs, en ce moment, à propos de Gérard Lanvin. C'est-à-dire, on prend une star et on la confronte dans un scénario de fiction à des fans encombrants. Ben, le modèle de ces films, c'est Emmenez-moi avec Charles Aznavour. Mais il faut quand même admettre qu'à un moment, quelque chose se cache chez Charles Aznavour dans le cinéma. Il va tourner dans des navets de haute futaie. Des espèces de navets étalons, dont certains, d'ailleurs, ont la chance, pour nous, de n'être pas diffusés en France. Parce que Charles Aznavour tient beaucoup à son internationalité, son caractère international de sa carrière. Et on le trouve souvent dans les productions anglaises ou allemandes ou bizarres, dans des films assez étranges. Hein. Il faut quand même reconnaître. Si vous voyez tout de Charles Aznavour, c'est un peu éprouvant. J'ai fait une bio de Louis de Funès, j'ai tout vu, j'ai moins souffert. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc, son rapport au cinéma est assez exemplaire de ce que va être Charles Aznavour pendant des années. Il accepte d'être sur un plateau de cinéma 15 jours, pas plus. Au-delà, il s'ennuie. Il s'ennuie. Il a envie de faire autre chose. Il a envie de partir en tournée. Il a envie d'écrire des chansons. Il a envie d'enregistrer des trucs. Il peut pas. Il peut pas rester plus longtemps. Atom Egoyan, c'est le maximum. Où il morcelle les tournages.
Il va jouer dans un film qui est pas mal, mais lisez le bouquin, c'est mieux. C'est Le Rat d'Amérique d'Albi Coco, qui était, si je me souviens bien, le premier ou le deuxième mari de Marie Laforêt. Je me souviens plus. En tout cas, beau garçon. Et Le Rat d'Amérique, ça raconte l'histoire, la jeunesse de Lanzmann, entre autres. Un peu romancé, mais c'est des aventures complètement dingues. Il passe 3 mois en tournage dans la Cordillère des Andes. Ça, plus jamais, il ne le fera. Parce que Charles Aznavour a l'obsession du contrôle. Il veut être le maître de ce qui est en train d'être fait. Ce qui explique parfois des relations un petit peu rugueuses avec des partenaires de travail, avec des producteurs d'albums, avec... c'est pas toujours très simple. Mais il veut contrôler. Il veut surtout profiter, lui, des opportunités. C'est vrai qu'on faisait toutes sortes de blagues sur la ladrerie de Charles Aznavour. Mais Charles Aznavour, confronté à des requins du métier, il est le seul. Et là, bon, je ne vais pas le dire publiquement, mais il y a un grand requin du métier de la chanson et du cinéma. Il est le seul qui n'a jamais tondu Aznavour. Et encore, il s'est fait piquer le pognon dans la poche par Charles Aznavour. Très légalement, hein. Aznavour refuse de signer le contrat et au moment où l'album ou la collaboration doit sortir, Aznavour dit, enfin, sa maison d'édition dit mais à propos, je ne vous ai pas envoyé le contrat. Sans contrat, vous ne pouvez pas sortir le disque. Donc je vous envoie le contrat, vous avez 24 heures pour signer. Et l'autre signe. Se fait enfler majusculement, tout par Ericane. Mais Aznavour est le seul que personne n'a réussi à essorer. Et ça nous ramène à l'angle de la rue Champollion. Et Aznavour, quand on lui parlait d'argent, et moi ça me faisait rire, moi ça ne me gêne pas de parler d'argent, je suis protestant. J'en parlais avec lui, je disais, mais Charles, sérieusement, vous savez ce que les gens disent. Il dit, je m'en fous. De toute façon, lui, il a été ruiné. Mais ruiné dans les années 70. Il a été ruiné par le fisc. Il avait fait 2-3 bêtises. Mais il a vraiment tout perdu. Il a tout perdu. Ses comptes en banque, ses tableaux, 2 ou 3 soutines. C'est joli, un soutine. C'est mignon. Il a tout perdu. Et puis, il a reconstitué sa fortune. Et aujourd'hui, ce qui est quand même assez réjouissant, ce qui nous éloigne du sujet, qui est un sujet principalement artistique et très français, c'est que cet argent-là, aujourd'hui, construit des écoles, et construit des hôpitaux, et construit des logements sociaux en Arménie. Et que c'est là qu'est passée sa fortune, pour l'essentiel. Et quand on parle d'un formidable Aznavour, on a effectivement un homme, un artiste, un créateur, un interprète, un combattant de la musique, du cinéma et de plein d'autres choses, de l'édition musicale, du business, du droit des artistes. N'oubliez pas qu'Aznavour s'est battu avec une force et une rage absolument incroyable pour la défense du droit d'auteur, pour les quotas. Les quotas qui, en 1993, le vote, 94, l'application, ont quand même transformé définitivement ce qu'est notre pays. N'oubliez pas, nous sommes le pays dans lequel 76% des revenus de la musique enregistrée, la vente de disques,
le streaming, le téléchargement. 76% des revenus de la musique enregistrée en 2021 viennent de productions françaises. Seul le Japon fait mieux, 80%. La Corée fait moins. Les États-Unis font un petit peu mieux, mais ils comptent États-Unis et Canada en même temps. Et la Grande-Bretagne fait moins bien. Les pays scandinaves sont en dessous de 10%. L'Italie, dans le meilleur des cas, c'est très variable selon les années. Mais en Italie, c'est à peu près un quart. Un quart. Chez nous, c'est 3/4. Bon, eh ben, Aznavour est un des combattants de ça. Et quand je vous parlais de ces décorations, par un copain journaliste politique qui connaissait bien Chirac, a dit un jour, Chirac fait de lui, je crois que c'est Chirac qui l'a fait officier de la Légion d'honneur. Chirac lui a dit, ben on a dû la payer. Et c'est ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui appartient à ce temps, qui appartient à ce siècle, dans lequel les aventures, les destinées, les tragédies, les volontés sont absolument énormes. Absolument énormes. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est la clé, si on veut comprendre un peu Aznavour. C'est qu'il y a en lui une volonté. Quand on dit des talents comme ça, il n'en existera peut-être plus. J'en sais rien. Des talents comme ça, il en existera toujours. Mais des volontés comme ça, je ne sais pas s'il en existera encore beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci infiniment Bertrand Dical pour ce portrait passionnant, ce cheminement aux côtés d'Aznavour. Donc voilà, on a 10 minutes pour quelques questions, que ce soit en salle, j'ai un micro, n'hésitez pas, ou voilà, également dans les autres cinémas. Vous avez le numéro qui s'est affiché à l'écran, j'ai le téléphone, je peux transmettre vos questions à notre intervenant. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous écrivez, comme je le dis régulièrement, c'est toujours plus sympa. Voilà, est-ce qu'on a des questions, des remarques, des souvenirs d'Aznavour, ici ou là? Oui. Et merci, j'ai passé un très bon moment avec Aznavour. Oui, une question. J'ai le souvenir d'un disque qui était interdit au moins de 18 ans. Et c'était après l'amour, évidemment, on avait tous acheté ce disque. C'est dans quelle année? Alors, ça, c'est un EP du Crotté Thompson. Non, c'est un 33 tours 25 cm du Crotté Thompson, où effectivement, ils remettent, après l'amour, ils mettent même des chansons qui aujourd'hui paraissent innocentes. Je suis désolé, je me souviens plus très bien des titres, surtout que c'est pas la période que j'écoute le plus, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était aussi un argument promotionnel que de jouer sur la censure. Souvenez-vous de ce 45 tours fameux de Léo Ferré, qui s'appelle Les chansons censurées de Léo Ferré. Et quand on écoute les chansons aujourd'hui, il y a les Rupins, il y a les 400 coups, on se dit mais Miss Guéguerre, et je ne sais plus quelle est la quatrième, on se dit mais pourquoi ces chansons sont censurées? Et c'est vrai que la censure n'était pas toujours maligne, il y a une aventure. Alors, Cora Vauquer le racontait elle-même, quand Léo Ferré fait Pauvre Rudebeuf. Elle lui dit, dans la chanson, il y a le mot cul, qui dit le vent me souffle au cul, ou un truc comme ça, ou le froid me pèle le cul, enfin bon bref, du Rudebeuf. Et elle appelle Ferré, ou elle lui envoie un petit mot en lui disant, écoute, on va être obligé de l'interdire. Déjà, on passe pas une chanson avec le mot ventre, on la passe pas à la radio. Pourquoi tu mets pas le cœur?
Hein? Et Léo Ferré lui répond et fait savoir à tout Paris qu'il lui a répondu « Mais ma pauvre, si tu confonds le cœur et le cul, je comprends mieux ta vie », etc., etc. Léo Ferré, quoi, bon camarade. Mais la censure à l'époque était pas très intelligente, mais la censure est rarement intelligente. La censure est rarement intelligente, c'est connu. Mais voilà. Donc oui, il a eu de gros problèmes avec la censure. Mais ensuite, c'est vrai qu'il a été comme plein de gens. C'est vrai que il a fini par devenir un petit peu réac sur certaines choses, même si, et c'est là où c'est aussi très intéressant, c'est l'unique chanteur de sa génération qui s'intéresse aux rappeurs. Il enregistre ce morceau avec Kerry James, c'était en 2008, qu'il a enregistré à l'ombre du show business avec Kerry James. Et Kerry James, il n'était pas encore acteur qui jouait dans les scènes nationales. Hein. Kerry James, il venait de sortir de l'époque où, comme il s'était converti récemment, il ne serrait pas la main aux femmes dans la maison de disques et il ne voulait pas d'instruments électriques parce que le prophète avait dit qu'on ne doit toucher que des pots de tambour. C'était quand même un moment de Kerry James qui était quand même un peu compliqué. Et il fait cette chanson avec Aznavour. Et c'est ça qui est très singulier. C'est-à-dire qu'à un moment, Aznavour a complètement perdu le contact avec la jeunesse, excusez-moi l'expression, blanche en France. C'est-à-dire que les gamins, 68, ils écoutaient du rock, ils écoutaient des trucs, etc. Et dans les années 2000, il revient par Grand Corps Malade, par Chimène Badi. En 2014, il y a cet album complètement dingue avec Vita, avec La Fouine, avec qui y avait d'autres. Je sais pas si c'était du beau linge, mais il y avait du linge, quoi. Et c'est ça qui est en fait toujours amusant, et dire qu'il a toujours titillé les limites de l'admissible à la radio, tout en ayant une vision parfois un peu paradoxale de son époque. Alors j'ai reçu 2 questions que je vais vous lire. Alors, une question de Fougère. Quelle est l'influence de Trenet sur les chansons d'Aznavour? Et une question de Nadine au Ciné 32 d'Auch. Avez-vous des anecdotes ou infos sur ses rapports avec sa fille qui a quand même un peu hérité? Non. Bon, oui, enfin, c'est non, je ne veux pas parler de la famille d'Aznavour. Parce que s'ils veulent écrire des livres, ils écrivent des livres, et ils ont tous. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont tous une vie moins publique depuis la mort de leur père, et on les comprend. Et quant à Trenet, alors ça c'est vachement intéressant parce que j'avais posé la question explicitement à Aznavour parce que Trenet était un sale type, tout le monde le sait. Aznavour l'a toujours pardonné. Disait je veux pas entendre ces histoires-là. Indépendamment du fait qu'il était devenu l'éditeur de Charles Trenet, puisqu'il avait racheté la maison Raoul Breton en 1992. Donc il a vécu, Charles Trenet est mort, si je me souviens bien, en 2002, 2006, je sais plus. Il a quand même vécu quelques années avec Charles Trenet. Mais en fait, il n'y a pas du tout d'influence de Trenet. Et Aznavour, il est zazou, mais il n'est pas swing. C'est pas exactement la même chose. Il est vraiment très jazz. Alors que Charles Trenet, il est jazzy. Il est pas. Et en plus, le côté. Il y a de la joie à la Tour Eiffel, part en balade, bonjour, bonjour les hirondelles. Alors ça, c'est pas le genre Aznavour. Ça, c'est pas le genre Aznavour du tout. Du tout. Mais il reconnaît et il sait gré à Charles Trenet d'avoir, d'une certaine façon, libéré quelque chose dans la chanson française qu'il ne faut pas oublier. Cette espèce de libération des imaginaires. La Tour Eiffel part en balade, on n'imagine pas ce que c'est. 1937, ce choc. Alors ok, la première version connue est celle chantée par Maurice Chevalier,
Mais c'est un choc. La Tour Eiffel part en balade. L'étape juste après, c'est Lucy in the Sky with Diamonds. Je veux dire, de l'un à l'autre, il se passe exactement 30 ans. Et c'est un choc comparable. C'est copernicien ce qui s'est passé avec Charles Trenet. Donc, Aznavour le reconnaît l'importance de Trenet, mais pas du tout son influence. Bien, merci. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être dans la salle? Oui, il y en a une, oui. Oui, la belle chanson d'Aznavour sur l'homosexualité. Ah oui, comme ils disent. Ah ben oui, il était bien. Alors, comme ils disent, c'est une chanson d'autant plus belle que qu'il y a plein de choses très vraies et qu'il y a plein de choses très fausses. Pourquoi la rue Sarrazate? Donc plein d'aznavouristes, d'aznavouriens, d'aznavourieux sont allés visiter la rue Sarrazate dans le 15e. Merde, enfin, qu'est-ce qu'elle a cette rue? Donc on se dit ça doit être vrai. Non, c'est pour faire la rime avec chatte. Et quand il se dit tiens, je vais mettre chatte, qui est un mot hyper ambigu. Ah bon? Oui, qui est un mot hyper ambigu, très étonnant, forcément vulgaire. Je vais chercher une rue, ça tombe bien, Sarrazate. En fait, elle est inspirée par un de ses secrétaires. Et pour lui, c'est une chanson de comédien, c'est une chanson d'acteur. Il est un peu dans la même doctrine que Édith Piaf. Pour chaque chanson, un geste. Donc, il a son geste, qui va être repris d'ailleurs par d'autres interprètes dans d'autres langues, en Italie notamment, où la version italienne de Comme ils disent n'est pas un succès de Charles Aznavour, mais un succès d'un chanteur italien qui reprend, le nom va me revenir évidemment quand j'aurai posé le micro, et c'est une chanson extrêmement importante parce que on n'y croit pas. Et c'est ça qui est génial. On n'y croit pas. C'est-à-dire que tout le monde sait que Aznavour vit avec un ancien mannequin suédois qui s'appelle Ulla. Je n'y peux rien, c'est son vrai nom. Il s'appelle Ulla. Qu'avant, il était toujours avec des créatures. Qu'il y a difficilement plus hétéro qu'Aznavour. Et c'est certainement ça qui rend cette chanson tellement importante. Mais tellement importante. C'est qu'à aucun moment, on imagine Charles Aznavour dans une manif pour les droits des gays. Mais c'est pour ça qu'elle est importante. C'est parce qu'il est du côté des beaufs. C'est parce qu'il est du côté, on est dans les années 70. C'est quand même Aznavour, et c'est pour ça qu'il a un tel redressement fiscal. C'est parce que toute la classe moyenne française vénère Aznavour. Et c'est pour ça que le fisc fait un exemple. Et c'est pour ça qu'ils le massacrent au-delà du raisonnable. C'est parce qu'ils savent très bien que les dentistes, les notaires, les médecins, les couvreurs, les plombiers adorent Aznavour. Et c'est pour ça que cette chanson a un tel impact. C'est pour ça qu'elle a cet impact. C'est parce que le public d'Aznavour, a priori, n'est pas prêt à recevoir cette chanson. Et c'est parce qu'il n'est pas prêt à recevoir cette chanson que Charles Aznavour la lui envoie. Et c'est pour ça qu'il se dit « Ah ben merde, c'est vrai ». Et c'est certainement... la chanson est belle, ou bon, on peut la trouver pas belle. Ça m'est égal, mais là où il y a une puissance phénoménale, c'est le geste. C'est le geste d'Aznavour qui est effectivement un geste assez impérial. Vous voyez ce que je veux dire? Impérial. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il chanterait ça. C'est vrai que son entourage, c'est vrai que sa maison de disques, c'est vrai que beaucoup de gens disent « Ouais, t'es sûr ?» Il y a une critique extraordinaire de cet album, hein, où une critique extraordinaire d'un concert, où, tiens, vous allez me dire que j'en ai après lui, mais où Paul Carrère parle de toutes les chansons du concert, sauf une. Il ne sait pas quoi dire. Il dit « Oh, merde !» Ils ne savent pas, ils sont suffoqués. Et c'est cette espèce de suffocation
de l'homophobie, qui est certainement la grande réussite de cette chanson. Et du geste. On va devoir bientôt conclure, mais je vais transmettre une toute dernière petite question très rapide. Bonjour Eric, Cinéma Eden Montségur, combien d'albums dans la carrière de Monsieur Aznavour? Ouh, merde! La colle pour finir. Alors, il faudrait distinguer entre les 25 cm, les 30 cm, les compilations enrichies d'inédits, les albums en italien, en espagnol. Je n'en sais rien. On a fait... Non, franchement, on n'en sait rien. Même sur le nombre d'albums français, c'est pas si simple que ça. Justement parce qu'il y a des albums qui sont constitués de 45 tours de compilés, enfin bref. En revanche, il y a une excellente édition intégrale que je vous recommande, qui est en 60 CD. 60 CD, il y a tout, c'est vraiment magnifique et elle n'est pas chère. Enfin, je me demande pas... Ça doit être 80 € ou 90 €. Enfin, c'est vraiment peanuts, quoi. C'est vraiment rien du tout. Et il y a tout, et elle est formidable. Et on a... Voilà. Et je suis rarement content de mon boulot, mais ça, on avait bien travaillé. Bon, voilà. On va se ruer dessus pour redécouvrir Aznavour. Merci beaucoup, Bertrand Dical. Merci à vous.